Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. ADQV, 4 lettres pour symboliser la défense de la qualité de vie. Avec nous pour parler de cette association, Jean-Claude Hubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'ADQV du Pays de Bitche. Absolument. Et on parlera tout à l'heure de vos actions, notamment celles vis-à-vis du CIDEM. Marie-Morgane est là aussi, salut. Salut. Alors toi, tu as fait appel à la mémoire de nos internautes et tu leur as demandé de raconter leurs souvenirs du bac. C'est ça. Mais tout de suite, on part en duplex au centre-ville de Sarreguemines. Thomas Drouin et Valentin Apt sont en direct. Bonjour Thomas. Alors ça peut faire sourire, mais aujourd'hui, il est question de déjection canine et surtout de verbalisation à Sarreguemines. Exactement. Alors, faire sourire, pas forcément, parce que quand on marche dedans, je peux te dire qu'on sourit pas vraiment. Alors, tu vois, ce geste-là, de prendre un petit sachet, de le mettre autour de la main et d'aller récupérer la crotte de son toutou, c'est quelque chose qui se fait pas forcément tout le temps de la part des maîtres des chiens, et ça énerve les habitants, mais aussi les élus, et donc ils ont décidé de passer maintenant au côté répressif, et c'est quelque chose qui est prévu dans la loi, c'est une amende de 68 € pour le maître qui est pris sur le fait de laisser la déjection canine de son chien sans la ramasser, sans la jeter. Et est-ce que ce principe de verbalisation, ça existe déjà dans d'autres communes en France ? Alors oui, ça existe, comme je te dis, c'est prévu dans la loi, c'est pas une invention sarregueminoise. Il y a même des maires en France qui veulent aller plus loin, notamment le maire apparenté Front National, Rassemblement National, Robert Ménard à Béziers, qui lui a même décidé de faire un fichier ADN de 1500 chiens dans sa ville pour savoir à qui appartient la crotte et pour pouvoir verbaliser le maître fautif. Effectivement, c'est une autre technique. Eh bien, on reviendra sur ce fléau tout à l'heure. Merci Thomas pour tes précisions. Et donc, propriétaire de chiens, vous êtes désormais averti. Allez, place maintenant aux 60 secondes. L'Aglo booste le très haut débit. Les Laurentides Jump obtiennent le label Grand National. C'est une véritable consécration pour le magnifique site équestre situé à Lemberg. En 5 ans, ils ont réussi à se hisser au sommet et intègrent désormais le top 10 des plus beaux concours nationaux. Laurentides Jump débute le 29 juin pour 3 week-ends de compétition. Le concours amateur est maintenu. Les grands cavaliers internationaux rivaliseront dans la catégorie Pro Élite. Regarde où tu marches et non les vitrines des magasins. Crotte de chien en vue. La situation a trop duré. En quelques minutes de balade, vous pouvez croiser près d'une dizaine de déjections canines. Elles sont désormais verbalisées par la ville de Sarreguemines à hauteur de 68 €. Attention, interdites sur les voies publiques, mais aussi sur les espaces verts et les aires de jeu. Vous pouvez dorénavant retirer vos colis Amazon au Cora de Sarreguemines. Depuis 3 semaines, le magasin propose ce nouvel espace de retrait baptisé Amazon Locker. D'ici la fin de l'année, tous les Cora de France devraient en être équipés. La question qui reste en suspens est qu'est-ce qui gagne l'hypermarché à ouvrir ses portes à l'un de ses plus grands concurrents ? Londres, 18 juin 1940, le général de Gaulle intervient sur la BBC. Il appelle les Français à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Un moment historique national commémoré hier devant le monument aux morts de Sarreguemines. Après la lecture de l'appel du général et le dépôt de gerbes, l'Assemblée a entonné la Marseillaise, la voix pleine d'émotion. Une équipe de foot dans le jardin de Gilbert Rohr. Au gré des événements ou des saisonnalités, vous ne pouvez pas manquer les décors créatifs de cet habitant de Roulin. Le mondial de foot l'a joliment inspiré, le bleu domine le terrain de jeu, normal pour ce patriote engagé. Le soleil est de retour et même la chaleur. On regarde les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. De
Demain, le soleil sera généreux tout au long de la journée, ce qui favorise l'envol des températures. Le thermomètre indique de 13 à 14 degrés au lever du jour et de 26 à 28 degrés au plus haut de l'après-midi. Demain, nous sommes le mercredi 20 juin, nous fêtons les Silvères. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h40. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. La Coupe du Monde, c'est aussi la guerre des sponsors et elle se dispute en ce moment à Roulin. Un passionné a fabriqué des footballeurs miniatures qu'il expose depuis 1998 en réactualisant bien sûr les maillots. Cette année, ce ne sont pas des pays mais des sponsors qui sont à l'honneur. Mosaïque a pu filmer l'installation de ces petites stars du ballon rond. Reportage de Julia Bitran, Valentin Apt et Sébastien Weber. Rencontre insolite à Roulin. Gilbert Rohr nous accueille chez lui pour nous montrer sa collection de petits bonshommes. Il nous a donné rendez-vous devant sa maison pour assister à sa cérémonie inaugurale de l'équipe Adidas. Et quelle cérémonie! Après avoir posé de la sciure pour imiter les bandes du terrain et avoir placé les buts, il a délimité les corners grâce au drapeau blanc pour qu'ensuite les joueurs puissent faire leur entrée sur le gazon. J'ai fait ce petit décor parce que c'est vraiment d'actualité. La Coupe du Monde, on en parle dans le monde entier. Alors à Roulin, c'est un peu exceptionnel d'avoir des petits sujets comme ça dans son jardin et que j'ai fait moi-même, que j'ai sculpté, j'ai dessiné, la mise en place. Et puis j'ai aussi la fierté, c'est la beauté, l'art de se bricoler quoi, à ma façon. Quoi. Déployer une équipe de foot dans son jardin, ce n'est pas nouveau pour Gilbert Rohr. Mais à chaque fois, il réactualise les maillots des footballeurs. Ça fait déjà de nombreuses années, déjà en 98, je les avais également, et ça remonte déjà il y a 20 ans. Quoi, hein. Mais tous les 2 ans, je suis obligé de changer, parce qu'à la manière de la Coupe du Monde, alors après, il faut que j'écrive Coupe d'Europe. Dans 2 ans, il y a la Coupe d'Europe, et puis vice-versa. Alors tous les 2 ans, ils sont dehors, mes petits bonhommes. Quoi. Puis à chaque fois, il y a un peu d'entretien, de remise de peinture, et puis voilà. Et puis l'art de bien les stocker, il faut qu'ils soient bien secs avant de les stocker pour pas que ça moisisse, un truc comme ça. Alors, c'est vrai, il y a de l'entretien, mais ça, c'est pas un travail, hein. Ça, c'est un plaisir. C'est comme celui qui fait de la course, ou du vélo, ou du tennis, ou peu importe. Hein. Alors, M. Rohr, il a sa façon de bricoler, quoi. Et comme il manquait de place dans son jardin, Gilbert Rohr n'a installé qu'une équipe devant chez lui. L'équipe adverse, Nike, a pris ses quartiers d'été dans le jardin de la maison de retraite de Roulin, pour le plus grand plaisir des résidents. Et puis ils sont toujours très fiers parce que c'est moi qui, à Noël ou à Pâques, je leur fais aussi la décoration là-bas. Et puis la famille, quand ils viennent rendre visite à leurs parents, hein, et ben, ils sont très fiers que la maison de retraite soit aussi décorée. Alors là-bas, ils sont bien dans le gazon. De temps en temps, bon, l'agent d'entretien, il fait le gazon, il me prévient, je les enlève et aussitôt qu'il a fait son gazon, je le remets. Parce que ça dure quand même 1 mois, la Coupe de France, hein, la Coupe du Monde. Hein. L'équipe va rester là jusqu'au dernier jour. Hein. Alors peut-être même encore le lendemain avec peut-être l'article du journal et peut-être encore un panneau, on a gagné, voilà, 2 joueurs qui vont tenir le panneau, on a gagné, voilà, on ne va pas systématiquement couper court, mais peut-être 1 ou 2 jours après. Pas de pronostic de la part de Gilbert Rohr, pour lui, le pays gagnant du mondial n'a pas d'importance. Son équipe miniature sera la gagnante dans toutes les compétitions. Et peu importe la Coupe du Monde, policiers français et allemands jouent dans la même équipe. Les forces de l'ordre effectuent des contrôles dans les débits de boissons. Un échange entre les 2 polices qui a lieu très régulièrement et qui leur permet de mieux connaître la réglementation de chaque côté de la frontière. Regardez. Il n'y a pas que les footballeurs français et allemands qui se retrouvent ensemble sur les terrains lors d'une rencontre. Les représentants des forces de l'ordre aussi et pas uniquement lors des Coupes du Monde. Vendredi, policiers et Polizisten ont effectué des opérations communes de contrôle de débit de boissons. Nous travaillons souvent ensemble dans l'année sur différentes interventions dans la lutte contre la criminalité dans les 2 pays. Nous sommes une fois en Allemagne, une fois en France. Cela nous permet de mieux nous connaître et de mieux pouvoir travailler ensemble. Et justement, contrôler ainsi les débits de boissons ne fait pas partie des us et coutumes allemandes. Licence, horaire de fermeture, obligation d'affichage, de non-service des mineurs, les policiers sarrois observent leurs collègues français et leurs habitudes d'intervention.
Parfois, ils viennent aussi les assister si l'une des personnes contrôlées est de nationalité allemande. Autre observation de leur part, les mesures de sécurité drastiques imposées par le ministre de l'Intérieur concernant les terrasses où sont retransmis les matchs de la Coupe du Monde. Ces terrasses sont en effet interdites à moins d'être protégées. À Sarreguemines, 5 établissements ont fait une demande auprès de la ville d'extension de terrasses protégées. Il se trouve que les moyens techniques le permettaient, étaient suffisants, dans des conditions que nous avons examinées au cas par cas. Et donc nous avons pu satisfaire les 5 demandes presque entièrement. L'opération de police franco-allemande a donc aussi été l'occasion de vérifier la mise en place de ces obligations de sécurisation et leur respect par les exploitants. Les policiers français admettant que sur Sarreguemines, tant sur le respect de ces mesures exceptionnelles que sur les contrôles administratifs, il n'y a pas de manquement grave ou régulier. Et les forces de l'ordre ne sont pas seulement mobilisées pour le mondial, il y a un véritable fléau à combattre, les déjections canines. La ville tente de résoudre ce problème grâce à la verbalisation. 68 €, c'est le montant à payer si vous êtes pris sur le fait. Aucun reproche à faire aux promeneurs que nous avons rencontrés, mais vous verrez que ces maîtres modèles ne reflètent pas vraiment la situation actuelle. Reportage d'Uranie Tozic et Valentin Apt. Il n'a pas fallu chercher longtemps avant d'en trouver. En quelques minutes de balade, près d'une dizaine de crottes de chiens, en plein milieu du trottoir, au pied des arbres, parfois même à proximité de distributeurs Canissac. Bien sûr, les fautifs ne sont pas nos amis les chiens, mais bien ceux à l'autre bout de la laisse. Après plusieurs années de prévention et de sensibilisation auprès des citoyens, la ville de Sarreguemines a décidé de passer à la répression pour stopper ces incivilités. Ne pas ramasser les déjections de votre animal est dorénavant une infraction verbalisée à hauteur de 68 € si vous êtes pris sur le fait par la police municipale. La ville est-elle plus propre depuis cette réglementation? Oui, disons, oui, c'est vrai qu'on trouve moins. Personnellement, je trouve pas beaucoup qu'il y a de différence. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. C'est toujours pareil, il y en a toujours autant. Un constat mitigé, même si dans les faits, une amélioration est perçue. Il ne reste que quelques récalcitrants qui n'ont pas encore acquis les bons réflexes. Certains trouvent même des parades pour ne pas se faire prendre, comme par exemple sortir le chien après 18 h. Une situation que vit cet habitant d'un quartier résidentiel. Et puis il y en a qui se promènent avec le chien tous les jours, ou le soir. Et des fois le matin, on a la surprise de trouver des éjections sur le trottoir devant la maison. Mais pour ces maîtres, le ramassage des crottes est tout à fait normal. Non, moi j'ai toujours le papier sur moi. Même de l'essuie-tout, même des petits sachets noirs. J'ai toujours dans ma poche, toujours. Quand le chien il arrive, ça arrive une fois qu'il fait trop vite sur le trottoir, je le ramasse et je le mets dans la poubelle. Moi en fait, je fais attention que mon chien il ne fait pas leurs besoins par terre. Et si malheureusement il doit faire, je prends un sachet qu'ils mettent à la disposition pour ramasser. Ça me paraît normal pour moi. Les déjections canines sont donc interdites sur les voies publiques, les trottoirs, espaces verts ou encore les aires de jeu. Mais les chiens ne sont pas les seuls à laisser de jolies surprises sur la route. Au golf Sarreguemines-Confluence, on peut régulièrement apercevoir des crottins de chevaux. Pour eux, pas de verbalisation ni de sac à disposition pour tout ramasser. Solidarité, voilà le mot qui qualifierait l'actualité à Guébenouz. Depuis samedi dernier, une épicerie solidaire est accessible dans la commune grâce à l'impulsion du Secours catholique. Sur place, les bénévoles proposent aux plus démunis des produits non périssables à bas prix. Marie Luff était sur place. Aider les plus démunis. Une épicerie solidaire vient d'ouvrir ses portes à Guébenouz, à l'initiative du Secours catholique en partenariat avec la commune et la paroisse. Installée dans ce local de 25 mètres carrés mis à disposition par la mairie, l'objectif est de proposer des produits secs et non périssables aux personnes en difficulté. Aucune étude n'a été faite sur le secteur, mais face à la pauvreté, les profils sont souvent les mêmes. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont à la retraite et qui perçoivent une petite retraite. Il y a des gens beaucoup plus jeunes qui sont en recherche de travail et qui bénéficient d'allocations, ou parfois pas, du type RSA. Pour ses débuts, le Secours catholique a financé la majorité des courses. Les membres ont également pu compter sur les dons de particuliers pour renforcer les réserves, mais pour le moment, les bénéficiaires doivent se servir dans la limite du raisonnable. Autre point essentiel, les produits sont vendus à hauteur de 10% du prix réel. On évite la gratuité totale.
non pas pour rentrer un peu d'argent, vous vous en doutez bien, mais c'est pour que les gens repartent en disant j'ai contribué à financer une partie de ce qui m'a été remis. Bien sûr, il ne s'agit pas uniquement de distribuer de la marchandise. Cette épicerie doit permettre de créer du lien social et d'établir des relations de confiance. Souvent, ils ont des choses à dire, des choses qui vont se confier. Ici, c'est un peu un accueil, une écoute et un suivi. L'épicerie cherche encore ses marques et devrait fonctionner sur ce modèle jusqu'en septembre. Une évolution des stocks est envisagée pour la suite, en fonction de la fréquentation, mais aussi des demandes. À terme, il sera même possible de trouver des produits frais. Et l'épicerie vous accueille tous les samedis matins de 9h30 à 11h30, rue du 4 décembre, proche du presbytère, sauf le 14 juillet. Une urne vide, mais des mains levées. Hier, c'était jour d'élection pour la nouvelle présidence de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Roland Roth laisse sa place à Charlotte Britz, maire de Sarrebruck, élue à l'unanimité par l'Assemblée. Un poste qu'elle a déjà occupé en 2010. Vice-président et membres du comité directeur ont été également nommés. Et pour la première fois, 3 vice-présidents ont été élus en raison d'un très grand nombre de dossiers à traiter. Roland Roth, Gilbert Chu et Stéphane Strichertz épauleront donc Charlotte Britz pendant 2 ans. Reste à définir la ligne directrice. Je vous propose d'écouter la nouvelle présidente. J'aimerais bien poursuivre le travail réussi dans la région de l'Eurodistrict, car je trouve qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, il est très important que les Français et les Allemands coopèrent au sein de cette région. Elle gagne de l'importance vis-à-vis de Paris et de Berlin. Je trouve que c'est primordial dans ces périodes si difficiles pour l'Europe, puisque la paix en Europe est le plus grand héritage qu'on possède. Un des projets les plus importants est d'abord d'apprendre la langue du voisin. C'est pourquoi je trouve ça primordial d'avoir comme projet la construction d'une crèche bilingue entre la France et l'Allemagne. Il y a aussi la promotion des échanges scolaires entre les jeunes, car une telle coopération doit passer par l'homme. C'est pour cela qu'il faut qu'ils se comprennent entre eux, car justement, les jeunes transmettent la notion d'une Europe en paix. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec notre invitée et Marie-Morgane pour la question du jour. A tout de suite. Les 30 juin et 1er juillet, grand week-end de fête pour le 27e Festival des Arts de rue à Sarreguemines. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques et humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Potiers, il y en aura pour tous les goûts. Le samedi 30 juin à 22h30, assistez au fantastique spectacle pyrotechnique nocturne Silence de la compagnie des Commandos Percus sur le parking de la mairie. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Ne soyez pas petit joueur. Vivez à fond la Coupe du Monde, en haute définition, dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix d'écrans de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne. Malentendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Le saviez-vous ? AVS Santé développe un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella, diplômée d'État, vous propose ses solutions pour soulager vos déplacements. Elle vous conseille sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elle thermoformera une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir.
Des milliers de candidats sont en train de passer le bac cette semaine. Mais la question du jour s'adresse à ceux qui l'ont déjà passé. Regardez. Les épreuves du bac ont démarré. C'est un grand moment dans la scolarité de ces élèves. Et vous, comment s'est passé votre bac? Racontez-nous vos souvenirs dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, comment s'est passé le bac pour nos internautes? Alors écoute, pour René, c'était il y a 37 ans déjà. Il nous dit n'avoir eu aucun souci pour les épreuves et des notes correctes. Et il nous parle ensuite de l'épreuve qui s'est déroulée hier pour les candidats, la philo. René nous écrit « Comme c'était un bac technique, il n'y avait pas de philo comme épreuve. Heureusement d'ailleurs qu'aurais-je pu rédiger. Je trouve la philo une épreuve de roulette russe. On rédige quelque chose qui convient au correcteur, c'est bon, sinon c'est râpé. Et les correcteurs n'ont pas les mêmes avis sur le sujet. Mais bon, ce qui était important, c'est la fête organisée pour l'obtention de notre bac mémorable. Oui, ça, on s'en souvient. Et toi, Marie, quel souvenir tu gardes du bac? Bah écoute, moi, c'était il y a 8 ans déjà. Ouais. Alors, je me souviens surtout de la grosse dose de stress. Hein. J'étais pas bien pendant toute la semaine, mais finalement, ça s'est très bien passé. Très bien passé. Et je me tourne vers vous, Jean-Claude Hubert. Comment ça s'est passé pour vous? C'était il y a tout juste 60 ans. Ah oui, mais à l'époque, il y avait deux bacs. Il y avait un premier bac en première et un deuxième bachot en terminale. Donc moi je l'ai passé au lycée de Metz, qui s'appelait à l'époque le lycée Saint-Vincent, qui s'est appelé après le lycée Faber, qui s'appelle toujours lycée Faber. Je me souviens juste d'un truc, place de la République, on avait à l'époque, on faisait des monômes, et on mettait nos encriers, parce qu'on avait encore nos encriers Waterman pour écrire, et au bout d'une ficelle, et puis on tournait nos encriers, etc. Et à l'époque, il y avait encore des passages cloutés, donc place de la République à Metz, et avec nos mouchoirs, on essuyait les passages cloutés. Et les policiers nous ont embarqués dans les paniers à salade et nous ont conduits à Frascati, donc du côté du terrain d'aviation, et ils nous ont fait revenir à pied au centre-ville. Ah oui, donc parce qu'on a été punis, voilà, parce qu'on avait fait un monôme. Voilà, je me souviens du baccalauréat. C'est mémorable aussi. À l'époque, il y avait 20% des jeunes d'une classe d'âge qui faisaient le baccalauréat. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, c'est sûr. Marie-Morgane, tu voulais aussi revenir sur un sujet qui a beaucoup fait réagir nos internautes et qui a été abordé tout à l'heure. Il s'agit de la verbalisation des déjections canines. Oui, ce sujet, il a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Sandrine a écrit « Enfin ». Une autre Sandrine a répondu « Je ne comprends pas comment on ne peut pas ramasser. C'est vraiment un manque de respect pour les lieux et les personnes qui peuvent gravement se blesser. En plus, ça ne leur plairait pas qu'on vienne faire la même chose devant chez eux. Et d'ailleurs, ils vont souvent promener ailleurs pour que ça reste propre chez eux. Astrid et Valérie ont toujours des sacs avec elles quand elles promènent leurs chiens. C'est tout à fait normal pour elles, mais elles écrivent aussi que malheureusement ce n'est pas le cas de tout le monde. Et enfin, Sylvia demande à Putange, c'est pour quand? Ah voilà, donc ça lance des idées ailleurs. Oui. Merci Marie-Morgane en tout cas. Et puis la préservation d'un environnement sain, c'est aussi le credo de la DQV. Alors Jean-Claude Hubert, dans un premier temps, j'aimerais qu'on présente la DQV. Donc c'est une association qui défend et favorise la qualité de vie des habitants. Alors elle date de 2005, ouais. Donc 13 ans maintenant, et elle s'est montée à la suite de la fermeture du centre d'enfouissement technique des ordures de Beach que le préfet a fermé pour des raisons de pollution de la nappe phréatique. Et donc c'est une association qui s'occupe d'environnement en général, pas que des ordures, mais également de l'assainissement. On s'occupe de la qualité de vie en général. Là, maintenant, on a un sujet sur les déserts médicaux, etc. Donc, tout ce qui, au fur et à mesure... Son rôle, c'est de pouvoir mettre le doigt sur ce qui peut engendrer un souci dans la qualité de vie des habitants. Voilà. Donc, notre rayon d'action, au départ, c'était surtout le pays de Beach. Mais comme nous nous sommes occupés du CIDEM et que le CIDEM travaille sur les ordures, est chargé d'éliminer les ordures de Moselle-Est, donc on a étendu nos statuts pour couvrir, pour pouvoir rester en justice et donc pour couvrir la même aire que le CIDEM. Voilà. Alors, qui sont les membres de la DQV? Alors, les membres de la DQV, c'est une association, comme toutes les associations. Il y a un bureau où il y a 11, je crois actuellement, il y a 11 membres du bureau. Et puis, il y a les adhérents. Alors, les adhérents, ça fluctue d'une année à l'autre, suivant les succès que nous avons sur nos actions. Actuellement, nous sommes de l'ordre de 350-400, je pense. Mais nous étions déjà à 2000 quand nous avions fait rembourser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur plusieurs années.
par annulation de délibération. Donc c'était en 2012. Et donc là, nous étions très très nombreux parce que les gens étaient intéressés. Donc en fonction des succès et de ce que nous faisons, nous avons plus ou moins de membres. Voilà. Et puis vous organisez aussi régulièrement des réunions publiques. Ah ben, tous les mois. Nous avons un siège qui est à Urbach, sur la commune d'Épins. Et donc, vous le voyez d'ailleurs dans la salle du café chez René, qui met gracieusement à notre disposition sa salle. Et donc, nous faisons tous les mois ou tous les 2 mois une réunion, suivant les sujets, suivant ce que nous avons à dire. Et nous faisons des réunions délocalisées pour sensibiliser, parce que là, bon, faut quand même dire que la moyenne d'âge, en général, elle est quand même... elle est élevée, et donc nous allons chez les gens, nous en avons fait jusqu'à Boulay, jusqu'à Forbach, etc. Nous déplaçons. Et d'ailleurs, les associations, disons, partenaires viennent nous voir également à Wolminster quand il y a des sujets qui nécessitent des réunions. Et alors l'idée, c'est de soulever un certain nombre de points, de problèmes, et souvent dans vos réunions publiques, elle concerne en tout cas le SIDEM. Alors je voudrais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail concernant la relation entre l'ADQV et le SIDEM. D'abord, l'activité en elle-même, l'activité du SIDEM, le tri multiflux, l'installation de métavaleurs, tout ça, quel est votre point de vue Alors bon, le SIDEM, c'est une vieille histoire. On s'en est occupé depuis 2005. C'est-à-dire que nous avons à l'époque été voir la première fois Jeannot Michels à Forbach, donc pour lui indiquer que nous avions trouvé une solution par nous-mêmes pour nous occuper de nos ordures dans le Beacherland. La solution était la suivante. Nous avions pris contact avec Fritz Decker, qui était le Oberbürgermeister de Neunkirchen en Sarre, et lui, comme à Pirmasens d'ailleurs, était d'accord pour accueillir nos ordures à l'incinération. Il y avait à l'époque à peu près 12 000 tonnes d'ordures, donc c'était pas la mer à boire. Et pour la collecte, on avait été voir à l'époque le maire de Sarreguemines, donc M. Lett, et nous avons été voir M. Roth également, à l'époque le président de la Casque, parce qu'ici vous ramassez en régie, et donc pour voir si on ne pouvait pas élargir ce ramassage au Pays de Bitche. À l'époque, M. Roth nous avait donné un accord de principe et nous avait simplement dit « c'est très bien que vous veniez me voir, mais pourquoi est-ce que les élus ne viennent pas me voir ?» Bon. Là-dessus, on a eu une réponse du préfet de la Moselle, de la région Lorraine, qui nous a dit qu'il est interdit de transporter les ordures de la France vers l'Allemagne. Donc notre projet avec Neunkirch tombait à l'eau. Je vous signale simplement qu'aujourd'hui, tous nos ordures sont incinérées en Sarre, soit à Felsen, soit à Neunkirchen, et personne ne dit plus rien. Voilà. Donc à l'époque, on voulait le faire, mais... C'était l'époque où le SIDEM, je vous rappelle quand même que le SIDEM, c'est un syndicat mixte, donc sans financement propre, il fait des factures au dit Comcom qui leur ont donné la compétence pour le transport et l'élimination des ordures. Et donc, le préfet voulait certainement que le SIDEM prenne de l'ampleur, et donc il avait trouvé cet argument pour nous obliger à adhérer au SIDEM. Voilà. Alors, on va en reparler, mais les sacs multiflux, le tri multiflux, les 3 couleurs de sacs, ça, vous n'y croyez pas? Bah, écoutez, le problème du multiflux vient du fait de la méthanisation. Pour faire de la méthanisation, il y a 2 solutions. Soit vous faites le tri dans l'usine de méthanisation, c'est-à-dire à l'arrivée, par ce qu'on appelle le tri donc mécano-biologique, où vous triez les ordures et vous sortez la partie fermentescible du reste, qui va à l'incinération. Donc ça, vous mettez tout ça dans votre poubelle, et puis la poubelle part, et donc c'est l'usine qui se débrouille. Bon, ça c'est certain que c'est un échec certain, parce que tout ce qui a été essayé, je parle par exemple de Romainville, où il y avait la plus grande pour la région parisienne, ça s'est terminé par un fiasco. Amiens, avec d'Eurobiens qui faisaient exactement le truc, ça marche pas, et donc ça s'est terminé également. Et donc,
ils ont trouvé, donc au SIDEM, ils ont trouvé le multiflux. Pourquoi? Parce que Serge Winkelmüller, directeur général, a pris un brevet à son nom, non pas au nom du SIDEM, tout en travaillant au SIDEM, un brevet suédois, enfin un brevet européen localisé en Suède, avec une société qui s'appelle Spiral AB, Translé AB à l'époque, et donc avec un certain monsieur Schmutz et un troisième larron, donc un Suisse, et sur le tri optique grâce à des caméras qui reconnaissent les couleurs. Le fait Et donc lui, ils ont choisi donc de trier à la maison, à la source. Et donc 3 sacs de couleurs, un sac vert pour donc les fermentescibles, un sac bleu pour l'incinération et un sac jaune pour le tri, la valorisation pour être précis. Bon, alors qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là? Vous le voyez bien, les photos sont apparues partout, les sacs sont mal noués, etc. Les tris sont mal faits, et automatiquement, si le tri n'est pas parfait, vous retrouvez dans la fermentation, vous retrouvez des inhibiteurs de fermentation, vous trouvez des métaux lourds. Alors, ce qui m'amène à ma question suivante concernant l'épandage des boues. La position de la DQV est ferme. Vous êtes contre l'épandage des boues? Dans la mesure où le compost, le digestat, comme il l'appelle, sort et est contaminé, eh ben, automatiquement, vous voyez bien qu'il est stocké actuellement sur une montagne à Morsbach qu'ils appellent le Kilimandjaro, la grande montagne, là, parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Dans la mesure, je vous donne un exemple, par exemple, le préfet a donné des normes pour le nickel, le mercure, le cadmium, tous ces métaux lourds que vous connaissez. Eh bien, si aujourd'hui vous épandez quelque chose sur la terre, soit vous avez de l'argile et ça va rester sur la terre et ça va faire un intrant pour les plantes, le maïs, l'herbe, tout ce que vous voulez, et donc les vaches vont brouter ou vont manger le maïs et vous l'allez retrouver dans la chaîne alimentaire. Soit ça passe, c'est du grès et ça passe dans l'eau, dans la nappe phréatique. Alors sur ces questions d'utilisation notamment des boues ou autres, est-ce que vous avez échangé avec le SIDEM? Est-ce que vous avez posé des questions au SIDEM, obtenu des réponses par rapport à des analyses, ce genre de choses? Le SIDEM est imperméable à toute question. Le SIDEM, quand on lui écrit, d'abord, il ne répond pas. Donc il faut passer par la commission d'aide pour donc la CADA, à l'aide pour l'obtention des documents administratifs. Ça dure de nouveau 2 mois. La CADA vous donne l'autorisation, demande au SIDEM de vous les confier. Et puis je peux juste vous donner un exemple là de réponse de M. Stark à des questions le 11 mars 2006. On lui a demandé les statuts de la société SAS Spiral Trans. Le SIDEM ne détient aucune action propre de la société Spiral Trans, alors qu'il est le président. Nous ne pouvons donner suite à votre demande. Statut de la société SAS Metavos, dont il est également. Le SIDEM ne détient aucune action propre de la société Metavos, ainsi nous ne pouvons pas donner suite à votre demande. Et voilà, vous en avez des listes comme ça. Et pour chlore, donc quand on lui demande sur des faits précis de ce que coûte, en réalité, nos ordures, pour savoir ce que ça coûte, ils vous disent, d'abord ils vous envoient des lettres où les factures sont surlignées en noir pour pouvoir, donc vous ne voyez plus rien. Donc pour vous, il y a un manque d'informations. La divulgation de ces informations de nature à porter préjudice dans ses relations avec les parties prenantes, aussi le secret en matière commerciale et industrielle a toute sa justification. Donc le SIDEM nous prend pour un peu pour des demeurés, il vit dans une république de bisounours, et nous, ça ne nous plaît pas beaucoup. Alors c'est ce que vous qualifiez de dérive, et c'est notamment aussi pour ça que vous organisez de nombreuses manifestations sur le secteur. Est-ce que vous avez des exemples de manifestations qui ont marqué les esprits? Écoutez, on a manifesté à Forbach, là, où il y avait quand même pas mal de monde, on a manifesté à Boulay, etc. Bon, vous savez, c'est difficile de réunir 2000 personnes, ou même 1000 personnes pour se balader dans les rues un samedi après-midi. Les gens ont beaucoup de choses à faire. Donc le problème pour nous, en réalité, c'est au SIDEM, il y a une 50aine d'élus qui nous représentent. Et ces élus, la plupart, ou sont aveugles, ou sont muets, ou sont sourds. Et donc pour nous, notre boulot,
c'est de dire à ces élus, regardez ce que vous faites. Alors qu'est-ce que vous attendez de la part du CIDEM aujourd'hui? Quelle est la situation que vous souhaitez voir? Du CIDEM, nous n'attendons rien. Nous attendons des élus qui arrêtent. D'abord, la DQV a réussi à annuler le budget 2016 du CIDEM. Les élus pourraient regarder un peu le budget et pourquoi il y a un tel déficit. Vous, à la maison, vous avez votre salaire qui rentre à la fin du mois, vous avez vos dépenses, vous équilibrez. Vous n'êtes pas 12 millions à la fin de l'année en déficit. Parce que sinon, vous êtes en faillite. Le CIDEM, lui, ça ne le dérange pas beaucoup. Il augmente d'autant ses recettes fictives. Et donc, ce n'est pas nous qui le disons, c'est les juges de la Chambre régionale des comptes. Et alors, jusqu'où vous êtes prêts à aller? Ah ben nous, on est prêts à aller à putrier, à arrêter tout, de manière à ce qu'on prenne des décisions. Nous, on n'a pas tellement de pouvoir. On est à travers nos élus. Et c'est nos élus qui doivent dire... Le CIDEM nous a coûté 100 millions d'euros. Pour finalement quoi? Pour finalement, les sacs bleus sont incinérés ou enfouis par Suez à Tétain-sur-Nide. Donc, et alors la petite partie est normalement valorisée en méthanisation. Et encore, c'est traire des mouches avec des gants de boxe, ce truc-là. Parce qu'après le gaz, il y a de l'hydrogène sulfuré là-dedans, il y a du gaz carbonique là-dedans. Donc il faut encore une fois trier les gaz avant de les injecter. Tout ça, la méthanisation marche bien quand vous avez un substrat unique. La méthanisation agricole, quand vous avez du lisier, par exemple, ou des restes des vinasses, etc., ça marche très très bien. Mais sur les ordures ménagères, c'est la croix et la bannière pour le faire marcher. Donc il faut trier, 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 trier. Il suffit que quelqu'un trie mal pour que vous ayez le souk qu'on a actuellement, dont on ne sait pas quoi faire. Alors le CIDEM est même allé jusqu'en Alsace à donner de l'argent à des agriculteurs par l'intermédiaire d'une société, Spinard Compotec, etc., par l'intermédiaire d'un transporteur, et donner de l'argent aux paysans pour qu'eux acceptent de répandre sur leurs terres ces soi-disant digestats, ces composts. En tout cas, il est possible de suivre toutes vos démarches et toutes vos actions vis-à-vis du CIDEM, sur votre site internet. Donc c'est le site internet www.adqv.net. Vous êtes très réactif et vous publiez régulièrement vos démarches pour pouvoir avertir. Je voudrais rajouter que actuellement, le procureur de la République de Sarreguemines a fait ouvrir une enquête, que le service de la police judiciaire de Strasbourg enquête sur la gestion du CIDEM, et nous avons, moi personnellement, comme le président de la DQV, nous avons été entendus, comme beaucoup de gens, sur les signalements que nous avons fait passer par Anticor. Donc, pourquoi nous sommes passés par Anticor? Parce que nous nous sommes finalement lassés d'avoir des réponses de ce type-là, et ça n'avançait pas. Donc, il fallait un média, quelque chose de national, pour donner de l'importance à notre cause. Nous avons transmis le dossier à Anticor. Anticor a étudié le dossier pendant 3 ou 4 mois par ses juristes, et donc, du coup, a confirmé le bien fondé de tout ce qu'il y avait dans le dossier. Je vous ai ramené là quelques exemples, si on pourrait en passer des heures là-dessus. C'est pas du tout le monde de bisounours dont vous a parlé M. Stark ici et M. Winkelmüller la dernière fois ici. Donc d'ici quelques mois, quelques semaines, on devrait avoir les réponses le procureur aux questions de la République nous donnera une réponse, soit il classera l'affaire, soit il passera ces gens-là devant la justice, soit il pourra donner l'affaire à un juge d'instruction pour instruire plus loin. Parce que l'instruction ne se fait pas uniquement que sur la France, mais également sur l'étranger. Parce que le CIDEM a des ramifications un peu partout. Le CIDEM, on lui demande d'éliminer nos ordures. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il crée Spirale Trans AB, Spirale Translé, Spirale Trans Canada, enfin bon, une SEM.
À quoi ça sert? On se pose la question. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle une fois que le procureur aura donné son retour je sur suis à toutes votre vos questions. disposition 24 heures sur 24. Parfait. Merci en tout cas, Jean-Claude Hubert, d'être venu sur notre plateau et d'avoir apporté votre témoignage. Un peu de sport maintenant. On va dresser le portrait d'une sportive de haut vol. Alicia Tripsch, jeune sarregueminoise, s'est lancée à fond dans la pratique du trampoline. Elle fait partie de l'élite des espoirs français de la Fédération française de gymnastique. Alicia est licenciée à l'Assogym de Sarreguemines et pour Mosaïque, elle a accepté de faire une démonstration. Jean Birkel était sur place. Je suis Alicia Tripsch, j'ai 18 ans et je fais du trampoline. Il y a eu une période où j'ai fait de la gymnastique artistique pendant plus de 4 ans et j'ai décidé de me reconvertir au trampoline. J'avais envie de tester de nouvelles choses et puis c'est une discipline qui m'attirait beaucoup, surtout à cause de la hauteur. La gymnastique, c'est une discipline où on reste beaucoup au sol, on ne prend pas beaucoup d'amplitude. C'est vrai qu'avec le trampoline, on peut s'élever jusqu'à plus de 6 mètres à peu près et c'est vraiment quelque chose qui m'attirait et que j'avais envie de tester. Je pense que j'ai des qualités pour être assez haute. J'ai toujours eu cette qualité grâce à sûrement ma taille et ma musculation, je pense. Je suis quelqu'un qui est très acrobate et qui n'a pas peur de grand chose et donc c'est un avantage et ça me permet de faire beaucoup de difficultés. C'est pas une discipline très répandue et à chaque fois que je parle de mon sport, les gens sont le plus étonnés. C'est pas une discipline où on peut gagner sa vie. Le rêve olympique, ça, je pense que tous les sportifs l'ont. Donc certes, c'est quelque chose vraiment... c'est le Graal. Donc, mais sinon, j'aimerais poursuivre ma carrière au niveau international, au niveau senior et continuer à faire les championnats du monde. Essayer de récolter plein de médailles encore et voilà. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle journée à tous.